Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de 12 de Qui relève du document. Je suis en compagnie de l'inénarrable Suisse de cette émission, du quota suisse de cette émission, Ludi Marwood. Bonjour, je sais pas si je préfère inénarrable ou quota. Les deux. Ouais, allez. Les deux sont vrais. Super. Donc aujourd'hui, épisode débat, épisode de la discussion, du débat. De la discorde. De la discorde. Parce que nous ne sommes pas d'accord, ou en tout cas pas tout à fait, sur le film dont nous allons parler aujourd'hui, qui est Pepe, de Nelson Carlos de Los Santos Arias. Tu as appris le nom du réalisateur. J'ai appris le nom du réalisateur pour cet épisode, parce qu'ici, ça bosse, attention. Tous les soirs dans ta chambre, Nelson. Ouais, vas-y. Ouais, moi je le sais pas. Je bosse moins bien que toi. Là, ça se moque, mais bon, ça fait la moitié du travail. Oh waouh. Donc, est-ce que je commence directement avec la petite introduction rituelle ? Introduis Alexandre. Au début des années 1980, Pablo Escobar fait construire un zoo dans son hacienda Nápoles et fait venir d'un zoo de Californie 4 hippopotames, une espèce d'animal qui ne vit à l'état sauvage qu'en Afrique. L'odeur des excréments de cet animal pourrait également servir pour tromper les chiens renifleurs de drogue. Après la mort d'Escobar en 1993, les hippopotames sont abandonnés dans le zoo et peu de temps après s'échappent pour rejoindre le Rio Magdalena. En 2019, on dénombre environ 80 individus sur toute la Colombie, ce qui en fait le plus gros groupe d'hippos sauvages hors d'Afrique. Mais en 2009, alors qu'un couple et leurs petits s'écartent du troupeau, le gouvernement décide d'abattre le mâle pour empêcher la naissance d'une nouvelle colonie d'animaux. La photo diffusée dans les journaux, des chasseurs posant fièrement devant le cadavre de celui qu'on nommera Pepe, provoque un tollé dans l'opinion publique. 15 ans plus tard, Pepe, de Nelson Carlos de Los Santos Arias, nous raconte l'histoire de cet hippopotame à travers plusieurs dispositifs de mise en scène mêlant cinéma expérimental, documentaire et film à sketch. Merci pour cette intro très lyrique finalement. Attention. Alexandre, je voulais préciser que c'est moi qui ai proposé qu'on parle de ce film parce que moi j'ai été très enthousiasmée par ce film, toi un petit peu moins. Subjuguée, bon déjà parce qu'il y avait des hippopotames et que c'est quand même fascinant les hippopotames. Enfin moi ça m'enthousiasme, c'est des espèces de gros animaux qui vont super vite. Ils sont hyper dangereux. Et qui sont hyper dangereux alors que vraiment on a tendance à quand on les met dans des fictions ou qu'on les personnifie, c'est un peu plutôt des animaux paresseux, alors que pas du tout. Je crois dans le film, il dit qu'il y a 400 personnes par an qui sont tuées par des hippopotames, un truc comme ça. Et quand tu les vois ouvrir leur gueule dans le film, il y a des sacrées dents dedans quand même. Hein. Ouais. En tout cas, le roi des pastèques, comme ça. Absolument. Donc c'était la raison première. Il y a d'autres raisons qui font que j'ai aimé ce film. Mais d'abord, parler d'un film d'hippopotame, ça me plaisait. Deuxième chose que je voulais noter sur l'introduction que tu as donnée, tu as très justement relevé l'élément historique dont le film est tiré, donc les hippopotames que Pablo Escobar a importés en Colombie, si je ne me trompe pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est le point de départ du film, mais le réalisateur est parti d'une erreur de ce point de départ. Il le raconte lui-même dans une entrevue. En fait, un ami à lui a raconté cette histoire d'hippopotame et il a été subjugué. En fait, un élément qui l'a subjugué, c'est que quand les hippopotames se battent entre eux et font un duel de mâles alpha, l'hippopotame perdant est éjecté de la tribu et doit errer le long de la rivière où il se trouve pour se trouver un nouveau lieu d'habitation tout seul. Et c'est notamment ce qui s'est passé dans le zoo de Escobar où il y avait un vieux mâle et des femelles et un des mâles est parti voilà, de la colonie. Qui est Pépé. Mais il se trouve fait... c'est plus tard, Pépé. Ah, plus tard, ok. Mais il se trouve qu'en fait, cette information est fausse. Les hippopotames n'errent pas seuls, sans savoir où aller. Ils partent avec une femelle et en fait, ils vont créer un autre endroit où ils vont pouvoir se reproduire et donc étendre leur... je sais pas si tribu, c'est le bon mot pour des animaux. Donc, c'est Pépé. Là, c'est Pépé. Mais en tous les cas, ça n'est pas une errance comme le pensait le réalisateur. C'est une fausse information qu'on lui a donnée. Mais en fait, lui, il a trouvé cette information très intéressante et il a décidé de garder cette erreur et en fait de créer son film à partir de ça. Et ce qui est intéressant dans ce geste-là, c'est que d'emblée, dans la prémisse du film, de l'histoire du film, on a une sorte de frontière entre ce qui est fiction ou erreur et réalité qui est un peu poreuse et dans laquelle le réalisateur s'insère pour créer son film.
C'est un peu ce que nous disait Sylvain L'Espérance dans l'entrevue que nous avons faite dans le dernier épisode, qu'on vous invite à aller écouter, où il nous expliquait que justement il y avait cette idée de communication de la nature, des plantes, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, mais lui disait, moi j'ai pas besoin de savoir exactement comment ça fonctionne, je prends cette idée des plantes qui communiquent entre elles et je vais essayer de la filmer. Exactement. Et c'est exactement ça qu'a fait, j'aurais dû noter son nom, hein. En fait, je l'ai noté quelque part. Nelson Carlos de los Santos Arias. Voilà, moi Exactement. aussi, j'ai fait le travail. C'est en fait, lui, il s'est renseigné sur le fait que c'était une erreur, mais il a dit cette erreur, je vais l'accepter parce que c'est mon point de départ de mon film. Et on va creuser un peu plus loin ce point de départ-là parce qu'il va se déployer dans pas mal de choses qui sont travaillées par le film. Mais je voulais déjà le relever que dès le départ, on a cette petite tension entre réel et fiction qui existe. Et les parallèles, je pense, avec le travail de Sylvain L'Espérance vont pouvoir se déplier parce qu'on a tout de suite cette histoire de se décentrer par rapport à l'être humain, même si Pépé parle beaucoup du rapport humain-animal, mais il y a aussi cette idée de comment on filme un hippopotame en étant un être humain, et je pense que Pépé propose, moi je trouve, on verra plus tard, mais je trouve peut-être une idée peut-être un peu pas mi-cuite, plutôt sur comment on fait du cinéma antispéciste, mais il propose quand même une idée, en tout cas certaines idées de mise en scène pour essayer de trouver des pistes, en tout cas pour se décentrer par rapport à l'animal, notamment dans une histoire où l'hippopotame est à la fois central et secondaire. En tout cas, il y a un peu ce double discours de c'est aussi un animal qui a été déplacé par l'être humain tout le temps et qui est aussi en dialogue constant en fait avec la civilisation humaine. Je me réjouis qu'on en débatte parce que moi je pense que j'ai des avis un peu divergents. Mais je propose qu'on commence par le commencement et par l'ouverture du film, qui est quand même une drôle d'ouverture. Je sais pas si tu t'en rappelles. On pourrait dire, comme 3 scènes d'introduction très différentes. On a une scène d'un dessin animé d'un hippopotame qui est plutôt ludique. Puis le dessin animé se transforme en archive de la mort de Pablo Escobar. Avec une dame qui est interviewée et qui a l'air d'être plutôt triste de cette mort. On a aussi une scène où on suppose qu'il s'agit de militaires, de l'armée qui est en train d'aller pour demander l'autorisation de tirer sur quelqu'un, quelque chose, on ne sait pas au début. Et puis enfin, on a une 3e introduction où on commence en plan très haut, je pense en gros plan paysage, puis on va redescendre sur une rivière et on va voir des hippopotames et on va entendre une voix off qui est la voix de Pépé qui nous parle. Et donc ce qui moi m'intéresse au-delà de ce qui est dans ces images, c'est ce qui est créé par le fait d'avoir 3 intros qui ne sont pas situées, qu'on ne contextualise pas, qu'on ne va pas ancrer narrativement, en tout cas pendant bien une vingtaine de minutes, et qui est très déstabilisant. Parce qu'on entre dans le film, en fait, sans savoir par où entrer dans le film. On ne sait pas par quel bout s'accrocher. Et en fait, ça, c'est symptomatique de toute la narration qui va être déroulée dans le film. C'est-à-dire que le film fait très peu l'effort de nous donner des éléments narratifs qui vont vraiment nous jouer les rôles de garde-fous et bien nous expliquer ce qui se passe. D'ailleurs, tout ce que tu as expliqué sur Pablo Escobar, on peut le deviner si on est déjà au courant avant ou si on se renseigne après, mais c'est pas explicitement dit dans le film qu'il s'agit d'hippopotames qui ont été importés par Escobar en Colombie. C'est travaillé de manière en sous-texte, disons, plutôt. Et personnellement, moi, c'est quelque chose que j'apprécie parce que ça nous active quand on regarde le film, en fait. On ne s'endort pas en faisant confiance à la narration, en disant « bon, c'est bon, portez-moi, je vais comprendre parce que tout est mis en place pour ». On est obligé de se réveiller, ce qui est un peu ironique parce qu'il me semble que tu t'es endormi la première fois que tu as vu le film. Mais théoriquement, on est censé s'activer et se réveiller parce qu'on doit soi-même chercher à comprendre ce qu'on est en train de nous raconter. Oui, c'est vrai. Tu avoues Au bout de 20 minutes. Tu avoues devant le tribunal, t'es endormi. Mais j'avais vu cette scène. Les 3 scènes c'est bien. Celle-là, je les ai vues. Après, t'as sombré. Ouais, après. Toi, t'as dit, bon, d'accord, je dois être réveillée, mais je préférais dormir. Moi, je l'ai revu après, quand même, avant l'épisode. J'ai fait quand même le travail, attention. Oui, en fait, Alexandre n'a pas aimé parce qu'il a vu que 20 minutes du film. Il a fait, qu'est-ce que c'est que ce film de 20 minutes où on ne comprend rien? Non, attention, je l'ai vu plusieurs fois. Mais oui, et il y a... D'ailleurs, quand on commence le film, il y a ce dessin animé-là, et on ne sait pas, est-ce que c'est un dessin animé qui a été inventé pour l'occasion, surtout que le personnage principal du dessin animé s'appelle Pépé, et en fait c'est un vrai dessin animé qui s'appelle Peter Potamus de Hanna-Barbera des années 90. Et est-ce que c'est au début où il tombe dans un truc de crocodile et ils disent ah bah... Non, ça je pense que c'est quand Pépé est amené chez les humains. Okay. Parce que le dessin animé revient en fait à plusieurs moments dans le film pour préciser, puis c'est à ce moment-là que l'hippopotame tombe dans une fosse de crocodile. Il me semble que c'était au début, mais donc il y a aussi, oui, il y a tout
ce dialogue-là qui est assez abstrait en plus du réel pour le coup, parce que c'est vraiment quelque chose qui est mis en scène en espèce de long travelling sur la télé qui ressemble au début je viens de me dire, mais de Us de Jordan Peele. Avec c'est vrai. la télévision, bref. Mais c'est vrai qui est comme une entrée dans le film qui est plutôt fictionnalisée, en tout cas qui est plutôt abstraite. Et puis après, il y a ce flash de lumière au moment où les soldats tirent qui est hyper agressif. Et après, là, après cette scène-là, on rentre dans... C'est là où Pépé arrive. C'est là où la première fois qu'on entend la voix de Pépé. Et qui va donc, à partir de ce moment-là, s'incarner dans un hippopotame. Si je me trompe pas. C'est-à-dire? Il y a les flashs de lumière, on passe au blanc, on entend la voix de Pépé qui et ensuite on a une image d'hippopotame qu'on va pouvoir donc associer à la voix. C'est ça, exactement. Ouais, exact. Et juste avant qu'on entre un peu plus dans cette voix, je voudrais terminer quelque chose sur cette scène d'ouverture, c'est que plusieurs de ces séquences de scène d'ouverture vont revenir, comme on l'a dit, le dessin animé, mais l'armée va revenir aussi. Et en fait, par la répétition et l'association avec les autres éléments qu'on a vus dans le film, on va finir par comprendre ce qu'on est en train de voir, mais rétrospectivement. Notamment cette scène de l'armée, je sais pas si toi ça t'a marqué, mais moi au début, je pensais que c'était une armée qui allait tirer sur des gens. Et en fait, tu comprends petit à petit qu'elle est en train d'aller tirer sur Pépé, sur un hippopotame. Peut-être pas. L'interprétation qu'on pourrait avoir, c'est que c'est le commando qui aurait tué Pablo Escobar à ce moment-là. Parce qu'en plus, c'est pas la même scène qu'à la fin, ils sont dans un camion, c'est la nuit, alors que parce qu'au milieu, il y en a de nouveau une, en fait, de scène de l'armée. Oui, mais c'est celle du début. Ouais. Celle du début, c'est la nuit, alors que c'est la scène où Pépé meurt, c'est le jour. Ils sont dans un camion, alors que les autres, ils sont à pied. Et peut-être que là, je viens d'avoir cette interprétation à ce moment-là, mais il tue Pablo Escobar, et donc c'est à ce moment-là où Pépé naît. Parce que c'est le moment où les hippopotames sont libérés, ou en tout cas vont être abandonnés dans le zoo de Pablo Escobar, et le moment où Pépé donc, récupère sa voix. Et après, on le voit, il y a un plan de drone. Quand je parlais d'incarnation, c'est qu'il y a vraiment un plan de drone vu de dessus qui descend vers des hippopotames, et la voix en même temps descend. Et on a vraiment cette idée que c'est une voix qui... comme un fantôme, parce qu'il y a vraiment cette idée de il est mort, donc la voix naît par la mort, et vient descendre sur un hippopotame. Donc comme si la voix de Pépé venait descendre sur un hippopotame et s'incarner dans un autre hippopotame. Surtout que ce qui est assez marrant, c'est que Pépé est mort avant le film, dans la vraie vie. En 2009. En 2009, mais dans le film, il meurt à la fin. Donc on commence pas par la mort de Pépé, on termine par la mort de Pépé, mais une espèce de voix fantomatique qui est l'incarnation de Pépé, comme si, espèce de cycle un peu continu, de Pépé meurt, il devient un fantôme, il s'incarne dans un hippopotame. Oui, parce que ce qu'il faut dire, là où c'est pas tout à fait juste, c'est que la voix, dès le début, nous annonce qu'elle est morte. Oui. Mais juste pour terminer sur l'armée, et après vraiment on centre sur Pépé, du coup je rebondis sur ce que tu as dit, et c'est encore plus intéressant que ce que je pensais, parce que toi t'interprètes comme c'est la mort de Pablo Escobar. Moi quand je l'ai vu, je l'interprétais comme depuis le début, c'est les soldats qui sont en train de se préparer pour aller tirer sur Pépé, parce qu'à la fin il y a quand même une armée qui va tirer sur l'hippopotame. Ce qui est encore plus intéressant, c'est ce que je disais, en fait, le fait que ce ne soit pas contextualisé de manière très claire et précise, c'est qu'on peut insérer toutes ces interprétations-là, on peut resubjectiviser cette première scène comme moi je l'ai fait en me disant que c'est Pépé, ou on peut se dire, ah non, en fait, c'est Pablo Escobar. En fait, c'est possible d'avoir tout ça, parce que l'image ne se ferme pas, elle se déplie et s'ouvre aux interprétations. Mmh. Mais donc, on revient sur Pépé et la voix qui lui arrive dessus. Peut-être qu'on peut s'arrêter d'abord sur la voix de Pépé, parce que elle a quelque chose de quand même particulier. Est-ce que tu veux tenter de la décrire, Alexandre, cette voix ? Non, je pense que toi, tu as mieux fait le travail que moi. Ouais, on reconnaît, toi, t'as retenu le nom du réalisateur, et après, tu t'es arrêté là. T'as fait, c'est bon, je vais pas faire plus. D'accord, alors cette voix est très gutturale. Elle est composée avec des effets spéciaux, mais très peu, précisait le réalisateur. C'est-à-dire que, si je me rappelle bien, il a dédoublé la voix, il en a fait 2 pistes sonores, il en a monté une d'un ton dessus et descendu la première d'un ton en dessous, et ça a donné cette espèce d'effet qu'on va peut-être écouter, en fait. Sommige zullen diezelfde beelden mee kopen, maar een waterkoop. Waar is mijn antenne-oren? Hoe ken ik hier die woorden? Hoe weet ik wat de woord is? Maar bovenal,
Wat ik gedaan. Donc comme on le voit, c'est une voix assez étonnante. Et il faut savoir que Petit Piège, ça n'est pas la seule voix du film. On vous a dit qu'on va écouter la voix, mais il se trouve qu'il y a 3 voix en fait qui font Pépé. Que moi, j'avais pas capté. Moi, Ouais, moi non plus. j'ai dû voir après sur Wikipédia qu'il y avait 3 voix, mais Ouais. j'avais pas capté du tout. Pareil, premier visionnement, je l'ai pas capté. Et quand tu me l'as dit et que je l'ai revu, je me suis sentie très bête parce que c'est pas que 3 voix, c'est 3 langues différentes. Hein. Il y a, alors je vais essayer de les dire et je m'excuse d'avance. Il y a de l'africaane, le réalisateur va le dire dans un extrait qu'on va écouter, mais je pense que c'est Mbouchou, et de l'espagnol, qui sont vraiment 3 langues qui explicitement, enfin à l'oral ça s'entend que c'est pas la même langue quoi. Donc on est un peu nuls. C'est l'espagnol pour la Colombie et les 2 autres, c'est pour la Namibie qui en Afrique, c'est ça? Bah on va écouter maintenant, ça va faire 2 extraits un peu back à back, mais c'est pas grave, on fait ce qu'on veut. Un extrait du réalisateur qui nous explique pourquoi est-ce qu'il a choisi 3 langues différentes. I wanted Pepe was able to speak every language that this historical moment was in touch. Right? It say Afrikaans because Afrikaans is the language of the oppressor of the territory of Namibia, and Mbukushu because is the main language that the Okavango River has, and is where the film chooses that they are kidnapped, and at the same time it is the biggest place where more what hippos are more conserved, in Africa, no? And then of course Spanish, because he goes to the transatlantic. So this already Frankenstein character that have many voices, no, started to create a own personality through the personality of the actor. So it gets very rich, very composed, like perhaps an analogy of the complexity of how we are. No, we're not monolithic in an identity. We are identities. No, we are subjectivity. Donc cet extrait. Il est intéressant pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il nous explique son choix des 3 langues, mais aussi parce que il montre comment la création de Pépé en fait, qui est quand même un être assez fascinant. Déjà parce que d'abord il existe principalement à travers une voix. Et je parlais que le film m'avait intéressé parce qu'il y avait des hippopotames. Le film m'a aussi intéressé parce que quelqu'un s'est dit je vais essayer de donner une voix à un hippopotame qui s'approche des hippopotames. Et le réalisateur raconte qu'il est allé écouter des hippopotames qui font un bruit très étrange qu'il a essayé de faire imiter par ces comédiens qui ont fait la voix. C'est ça le rire qu'on entend Oui, l'espèce de oh, 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 qu'on entend tout le long. En fait, se veut une imitation d'un bruit d'hippopotame. Ok. Oui, et il dit tout de suite dans son entrevue, il dit Frankenstein. Donc on a quand même Frankenstein, c'est la mort aussi. Premièrement, c'est quelqu'un qui est mort et qu'on va faire ressusciter en mettant plein de petits bouts entre eux. Donc on a quand même à cette idée, comme je disais, de la mort. C'est quand même à la base du film, c'est la mort. Et c'est ce que je disais en introduction, c'est que les hippopotames, c'est un problème en Colombie. Un problème écologique, un problème parce qu'ils changent la biodiversité, il y a plein de choses, ils n'ont pas de prédateurs naturels, ils attaquent les êtres humains, ils empêchent la pêche, donc c'est vraiment un problème. Mais c'est au moment où Pépé est mort, qu'il y a eu un assassinat, en fait, un meurtre d'hippopotame, que là les gens commencent à dire on est peut-être ok, les hippopotames nous posent des problèmes, mais peut-être qu'on n'est pas d'accord que vous tuiez pour autant les hippopotames, il y a peut-être d'autres solutions à trouver. Et de la même façon, en fait, c'est la mort de Pépé qui a générer le film aussi, c'est de là dont le film part, et c'est pour ça que moi je parle de fantôme et d'incarnation, parce que je pense que quand même à la base de tout il y a cette mort là, à la fois dans la vie réelle et dans le film, et ce qu'on verra aussi à la fin, c'est le moment où Pépé meurt, donc l'hippopotame qu'on pense être Pépé, d'ailleurs c'est même pas vraiment très clair, mais la voix ne s'éteint pas à ce moment-là, la voix continue de parler même après la mort de l'hippopotame, et d'ailleurs il s'élève dans le ciel, peut-être vers de nouvelles aventures. Mais c'est assez intéressant qu'il cite explicitement Frankenstein dans son intervention. Et par rapport à la voix, ce qui est assez intéressant, et on parlait d'antispécisme au début, c'est que on n'est pas dans un film à la Jean-Jacques Hano ou d'autres qui vont faire parler vraiment les animaux, soit en articulant leur bouche, soit juste par espèce de télépathie, là, comme on peut voir parfois dans des films avec des animaux, parce qu'on est vraiment très loin des hippopotames. On est rarement proche d'eux,
parce que tout simplement, c'est très difficile d'approcher des hippopotames. Parce qu'on a précisé qu'ils étaient dangereux, les hippopotames. Ils sont dangereux et aussi, quand on les approche, ils se cachent. S'ils sont dans l'eau, ils vont plonger sous l'eau et puis réapparaître beaucoup plus loin. Donc on est obligé de les filmer de loin ou avec des drones. Ou à un moment donné aussi, on voit une espèce de caméra de chasse. C'est-à-dire que c'est une caméra qu'on pose dans la nature qui va filmer quand un animal passe devant, en tout cas quand il y a du mouvement devant elle. C'est ce qu'on voit par exemple dans La Panthère des Neiges, si vous avez vu ce film. Et on va voir l'hippopotame arriver, mais ça c'est une caméra qui est autonome, qui n'est pas dirigée par un être humain, qui filme toute seule. Et là l'hippopotame est très proche, mais il n'y a plus de présence humaine, bizarrement. La caméra est un peu morte, entre guillemets, parce qu'on sent qu'il n'y a pas d'être humain derrière et qu'elle cadre. Elle cadre assez mal l'hippopotame d'ailleurs, parce qu'il vit sa vie devant, il ne sait pas qu'elle est là, la caméra. Et ce qui fait que on a cette distance quand même très grande avec l'animal, mais sur lequel on va rajouter une voix qui, elle, est une voix de proximité, qui, elle, est une voix en plus complètement humaine. Donc ça crée une espèce de décalage. Et c'est là où moi je trouve l'idée intéressante, mais peut-être que je la trouve pas assez aboutie. En tout cas, peut-être que je suis pas entièrement convaincu par cette idée-là, ou peut-être qu'elle va pas assez loin dans le film, et notamment parce que au final, sur 2 heures de film, l'hippopotame, c'est pas le personnage le plus présent dans le film. On le voit en tout et pour tout moins de 30 minutes, je pense. Alors, dans quand le même film. 1 heure. J'ai vérifié. La T'as première vérifié partie, elle dure 1 heure, et la deuxième partie, où on voit beaucoup moins l'hippopotame. Ouais, mais la dure- première partie, par exemple, il y a le safari. Oui, il on n'y a voit pas que l'hippopotame. T'as Toute raison. l'introduction dont tu as parlé, on voit pas l'hippopotame. Donc T'as c'est quand raison, t'as même. raison. C'est pas tout le parti. Il y a une partie où on voit 2 personnes qui amènent l'hippopotame chez Pablo Escobar. Et là, à ce moment-là, on voit pas d'hippopotame non plus. Donc il est quand même pas présent en continu. C'est pas un documentaire animalier. C'est pas un. J'ai pas d'exemple. C'est pas Grizzlyman, par exemple, où les ours sont quand même souvent présents à l'écran. C'était une petite déception de voir que finalement, il était la matrice du film, mais il était secondaire à l'image. On va dire ça comme ça. Qui est, moi, une raison que j'ai beaucoup aimée. Et du coup, je vais expliquer pourquoi. Parce que ce qu'on n'a pas encore expliqué, mais qu'on a un petit peu dessiné, c'est que cette histoire, qui est un peu expliquée par le réalisateur dans l'extrait que j'ai dit, peut être vue comme une analogie de la colonisation, vu qu'en fait, c'est une forme de colonisation, des animaux qui ont été arrachés de leur habitat naturel pour être déposés dans un autre écosystème, qui sont venus perturber ou non, ça, tu t'es un petit peu plus renseigné que moi sur cet aspect-là, mais en tout cas... Surtout que c'est d'abord en Californie, et après de la Californie vers la Colombie. Exact. Mais là, comme le film le montre, on le voit pas en Californie, il va plutôt retracer ça. Et d'ailleurs, le film, la colonisation, c'est quand même un fait complètement humain. Et donc le film, au milieu, opère une rupture radicale. C'est-à-dire que depuis le début, on a ces différentes images, mais on a aussi quand même souvent des images d'hippopotame avec cette voix qu'on a décrite de Pépé. Puis au milieu du film, Pépé, qui est arrivé en Colombie, s'est battu avec un de ses frères, s'en va. Est chassé du parc où il était. Et à ce moment-là, Pépé dit « Mon histoire devient la leur, maintenant, à celle des humains, et c'est là que je crois je cesse d'exister » ou quelque chose comme ça. Et à partir de ce moment-là, on ne va plus entendre la voix de Pépé jusqu'au moment où il va être tué, qui est à la toute fin du film. On n'entendra plus du tout cette voix off, et on va voir des histoires humaines. On va se centrer sur les humains. Et qu'est-ce que ça va être, ces histoires ? C'est vraiment des histoires d'humains au carré, c'est-à-dire qu'on va voir des scènes de ménage, des scènes de gossip. On va suivre quelques villageois qui vivent autour de la rivière où il y a Pépé, et qui... naviguent littéralement, parce qu'ils se déplacent en bateau, qui naviguent les uns entre les autres. Et en fait, on ne verra Pépé que quand les villageois seront sur la rivière, seront sur des bateaux, et que de temps en temps, le bateau partira, la caméra se détournera des bateaux, et on verra qu'il y a Pépé dans la rivière. Donc à partir de ce moment, Pépé est dépossédé de son récit, il est dépendant des humains pour qu'on puisse le voir et l'entendre. C'est même plus que ça, c'est Pépé existe à ce moment-là parce qu'il est un problème, parce que c'est un village de pêcheurs, et il empêche les pêcheurs de pêcher, il attaque les filets, et il attaque les barques des pêcheurs. Donc c'est même pas qu'il est secondaire, c'est qu'il prend un autre statut, et il prend le statut de nuisance qui était celui du contexte réel de lequel le film s'inspire. Et absolument, et c'est pour ça que moi je suis partiellement d'accord avec toi quand tu dis qu'à ce moment-là Pépé n'est plus au centre, parce que Pépé reste quand même le sujet de conversation du film. On démarre avec un pêcheur qui le rencontre sur la rivière et qui va du coup aller alerter les autres gens du village et en parler à sa femme, et il va y avoir une espèce de branle-bas de combat. Donc même si Pépé n'apparaît plus à l'image, il est quand même présent. Et même il apparaît de temps en temps à l'image quand même. Et en tout cas, sa présence se fait ressentir. Moi j'ai appelé ça, il est le centre du film décentré.
c'est-à-dire qu'on en parle, mais on le voit plus. Et moi, je trouve Oui, exactement, non, je suis tout à fait d'accord avec ça, qu'à un moment donné, le film prend un pas de côté et vient, oui, effectivement, décentrer son sujet pour montrer qu'il est central, mais on le regarde plus, ou en tout cas, moins. Oui, et moi je trouve que ce geste, cette rupture vraiment radicale depuis le début, on nous balance cette voix un peu étrange du personnage dont j'aimerais un peu parler après d'ailleurs, parce que le contenu de la voix est aussi très intéressant. Donc on commence à se mettre dans ce rythme-là, à faire ok, on a des images plutôt loin ou alors peu contrôlées, comme tu l'as expliqué, d'hippopotames avec une voix plutôt narrative, plutôt fictionnalisée, c'est ça que je vais suivre. Et tout d'un coup, bam, c'est plus ça, c'est vraiment un film plus terre à terre avec des petites scènes de chicane entre un couple et on fait mais qu'est-ce qui vient de se passer ? Et je trouve que ce geste-là est extrêmement efficace pour montrer l'appropriation par les humains de la nature, du vivant, de tout ce qui se passe, et la colonisation finalement de la nature des humains. Et surtout que la mise en scène à ce moment donné, c'est qu'on a des scènes ouvertement fictionnelles, comme tu disais, la scène au début avec les soldats, la scène d'introduction avec la télé, mais ces scènes-là qui prennent un tournant beaucoup plus semi-fiction, semi-documentaire. Déjà, en fait, en termes je pense que ce sont des acteurs non professionnels qui sont à l'écran. On a une espèce d'organisation d'une élection de Miss locale entre les plusieurs villages. Et en fait, on apparaît un peu toujours in medias res dans les scènes, comme un documentaire qui arriverait à un moment donné et qui se mettrait à filmer. On arrive au milieu de la couture de la robe. Après, il y a des passages beaucoup plus fictionnalisés, comme quand le pêcheur principal va picoler dans les bars avec ses amis, puis après ils vont engueuler le shérif local parce que l'inspecteur parce qu'il s'occupe pas de l'hippopotame. Et après en tout cas il y a des scènes, il y a des passages un peu plus comme ça. Et il y a vraiment d'autres passages beaucoup plus documentaires, notamment le moment où on élit, c'est l'élection de la Miss, qui dans un film fictionnel on aurait eu peut-être une Miss d'un autre village et la Miss du village principal pour contextualiser. Mais là on a toutes les Miss dans un seul plan long et fixe, qui en plus est un peu long parce qu'elle pose une question et à chaque fois la Miss arrive, elle fait c'est quoi la question déjà ? Donc ça prend vraiment du temps et ça c'est vraiment plutôt un geste documentaire de on va filmer le réel qui se passe et on filme le show d'élection de Miss et on filme pas juste la Miss qui nous intéresse dans la narration. Donc on a vraiment à ce moment-là un écart un peu plus, un brouillage plutôt de la piste fiction documentaire qui avant était beaucoup plus clair. On voyait quand c'était des scènes documentaires des hippopotames et on voyait quand c'était des scènes fictionnelles avec des humains souvent, avec des êtres humains. Alors que là, comme tu dis, je pense que il y a à la fois ce truc de décentrement de l'hippopotame comme tu dis et à la fois aussi ce décentrement par rapport à la fiction et le documentaire. On va venir les brouiller un peu plus. Ouais, je voulais absolument en parler à cette coexistence d'images qui seraient documentaires et d'images fictionnelles, parce que ce qui est intéressant, c'est que le film les met toutes dans le film et toutes plus ou moins en même plan. Et on revient un petit peu à ce que je racontais au début, qui était le point de départ du film, qui était déjà cette frontière entre fiction et réel qui était un petit peu poreuse. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les images du film, on peut essayer de deviner lesquelles sont certaines, on peut essayer de deviner qu'elles sont documentaires et d'autres fictionnelles. Il y en a, on n'est pas du tout capable. Et il y en a même parce que je pense qu'il a aussi utilisé des effets spéciaux, où par exemple, on voit un pêcheur qu'on a déterminé comme un personnage fictionnel, et puis comme je l'ai expliqué, qui est en train de pêcher, qui s'éloigne avec son bateau, et on longe la rivière longtemps et on voit apparaître l'hippopotame. Et on se dit, mais c'est impossible qu'il est prévu qu'il y avait un hippopotame qui était là dans son plan. C'est méga dangereux aussi, a priori. C'est aussi méga dangereux, donc probablement que c'est des effets spéciaux. Ce qu'il prouve, c'est que quand l'hippopotame attaque, le cadre est un peu plus haut, on voit pas l'eau, et on voit juste l'eau qui éclabousse comme s'il se faisait attaquer, ce qui est quand même un artifice assez classique du cinéma, d'utiliser leur champ. Et ça, c'est un cas de figure, oui, exact, assez intéressant. Et justement, il y a une scène, un moment où le pêcheur va volontairement confronter Pépé. Et en fait, on a des champs contre champs. On voit des images d'un hippopotame qui s'énerve et des images du pêcheur qui est en train de réagir. Et où on entend sur l'image du pêcheur le cri de l'hippopotame, mais on les voit jamais dans le même plan. Donc là, on est en train de se dire, on est en train de me montrer une scène fictionnelle. On me raconte une confrontation entre l'humain et l'hippopotame, mais probablement qu'une de ces images est documentaire et que l'autre est complètement mise en scène. Et en fait, moi, ce que je trouve intéressant dans tout ça, c'est que on le dit souvent dans les podcasts qu'on fait, c'est pour ça qu'on fait d'ailleurs ce podcast sur le documentaire, c'est qu'il n'existe pas une image qui est complètement fictionnelle et une image qui est complètement documentaire, que ce sont des degrés qui vont exister dans les images. Et ce que fait le réalisateur pour moi, c'est d'essayer de
de faire ressortir, d'utiliser le degré fictionnel de toute image. Parce que ce qu'il fait, que ce soit des images qu'il a mises en scène ou des images qu'il a filmées de manière plus documentaire, c'est qu'il les met au service d'une narration qu'il veut nous raconter. Donc c'est comme s'il faisait ressortir, rejaillir la fiction des images pour la mettre au service de sa narration. Et moi, ça me fait penser à tout ce que tu dis, ça nous fait retomber un peu sur Dahomey, forcément, qui est un film... Donc les deux étaient ensemble à la Berlinale, je pense, dans la même édition, je D'ailleurs, crois. les deux ont gagné un prix, parce qu'il a aussi gagné un prix, Pépé, je ne l'avais pas mentionné au début, mais il a gagné l'Ours d'argent du meilleur réalisateur. Voilà. Bon. Et c'est vrai que quand on regarde les critiques de Dahomey qui ont été écrites, ou de Pépé pendant la Berlinale, les deux films sont souvent mis côte à côte. Et évidemment, on pense tout de suite à cette idée de Dahomey, dont on a parlé, allez écouter l'épisode si ça vous intéresse également, de redonner une voix à des statues par les énergies propres du cinéma, donc qui sont la voix off et le montage. Et dans Dahomey, il y avait vraiment cette idée de le cinéma est un outil, qui peut devenir un outil décolonial, en venant, donc par ses facultés propres, faire réfléchir au fait colonial, faire réfléchir à d'autres choses, et notamment donc, en redonnant la voix à ces statues. Dans Pépé, c'est un peu différent, parce qu'on a des animaux, on n'a pas des statues. Donc on a d'un côté des objets inanimés, où on l'a dit dans l'épisode sur Dahomey, mais on comprend pourquoi ils peuvent avoir une voix off, qu'ils peuvent avoir une voix, qu'ils ont vécu des choses, même si c'est des génies animés, ils ont vécu des choses, ils ont des marques du réel sur eux, des marques de la colonisation qui se développent, etc. Mais là, on a quand même un hippopotame qui est un animal vivant, un être vivant, qui a une vie intérieure, qui a des émotions, qui a des intérêts, qui a des enjeux quotidiens. Mais donc, c'est pas tellement un enjeu de donner une voix à quelqu'un qu'on n'a pas, un objet qu'on n'a pas plutôt, mais c'est un effet de traduction. On est incapable de parler avec Pépé, on ne sait pas ce qu'il pense. Donc le fait d'ajouter une voix à cet animal-là est très différente. C'est pas une espèce de travail philosophique de l'objet, c'est vraiment, je vais, moi, en tant qu'être humain, appliquer quelque chose sur l'animal, ce qui est déjà peut-être problématique, je ne dis pas négatif, mais qui est une problématique à réfléchir. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser, en pensant à ça, c'est quand on regarde dans les films, parce qu'il y a plein de films avec oh là là, l'animal devient un être humain, en tout cas anthropomorphisé. Mais en fait, les animaux ne sont pas plus intelligents qu'ils ne le sont, que les animaux parlants ne sont jamais plus intelligents, pas souvent en tout cas, plus intelligents que les autres animaux. C'est juste qu'ils ont la faculté de parler. Et parce qu'ils ont la faculté de parler, tout de suite la connexion peut se faire avec l'être humain et donc ils deviennent supérieurs aux autres. Donc c'est pas qu'on les transforme en êtres plus intelligents que les autres, c'est juste que la traduction est possible. Donc il y a aussi cet enjeu-là. Et ce que je voulais dire, je me suis un peu perdu, mais dans ce que je voulais dire, c'est que là, dans Pépé, on a cette énergie propre donc, du cinéma qui est d'appliquer la voix sur l'animal. Et le montage, comme tu dis, ça fait partie de ces énergies propres-là. Et je pense que ça fait partie aussi de ce décentrement par rapport à l'être humain, de ces effets de montage-là. Où par cet effet de montage-là, on va créer une fausse confrontation pour venir parler du sujet. Mais encore une fois, donc... ça fait partie, je pense, du travail de décentrement que le film fait. Ça, c'est un truc que je me suis demandé là en t'écoutant. Je pense que c'est pas deux choses qui s'opposent, mais qui néanmoins sont différentes sur certains aspects. C'est de se demander est-ce que c'est un film antispéciste ou décolonial. Parce que pour moi, il y a quand même une nuance où la décolonisation, on peut coloniser et on a colonisé la nature, mais là, il me semble que l'analogie qui pourrait être tirée un peu plus, c'est la colonisation humaine. Et du coup, pour moi, c'est pas la même chose que de se mettre dans une posture antispéciste si on veut faire un film qui parle de la colonisation humaine. Et dans ce cas, on parlera peut-être pas de décentrement, mais d'analogie ou de métaphore. Et donc, le geste est pas le même. Donc... Je pense que là, les deux s'articulent forcément l'un à l'autre. C'est que si on veut faire un film décolonial qui parle d'animaux, t'es forcément antispéciste, en fait, à un moment donné. Parce qu'effectivement... l'être humain a colonisé l'animal et comme tu l'as dit, il a pris l'animal, il l'a déplacé, il l'a mis à un autre endroit parce que ça lui faisait plaisir ou parce qu'il en voulait dans son zoo. Après, Escobar a fait « Ah, moi aussi je veux des hippopotames », il le prend. Donc il y a vraiment aussi ça s'associe au fait colonial, parce que tu me disais d'ailleurs que le Rio Magdalena sur lequel les hippopotames sont, c'est la rivière le fleuve par lequel les Espagnols sont arrivés en Colombie. Pour coloniser l'Amérique du Sud, en fait, même plus que la Colombie.
Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que quand on parle de colonisation, nous, en tant qu'Européens, on pense tout de suite à l'Afrique. Souvent, c'est le premier auquel on pense. Et on oublie souvent que l'Amérique du Nord et du Sud, d'ailleurs l'Amérique dans son entièreté, a été colonisée par les Européens et encore colonisée aujourd'hui par les Européens, notamment au Canada, aux États-Unis, puis en fait un peu partout. Il y a toujours la colonisation est en cours sur les premiers peuples autochtones d'Amérique, en Amérique plutôt. Donc, c'est vrai que ça nous fait réfléchir. Donc, là, je pense que dans le cas de Dahomey, vu que c'est des objets aussi qui sont en continuité, c'est les objets qui ont été piqués, volés à l'époque de la colonisation, alors que là, ce sont des animaux. Un animal, ça vit, ça meurt, ça se reproduit. Donc, c'est les héritiers en fait, de la colonisation qu'on observe et sur lesquels le film agit. Oui, et du coup, pour moi, c'est là où je tiquais un peu quand tu disais que pour toi, le geste de décentrement n'était pas totalement réussi, parce que si tu couples cet antispécisme à une volonté décoloniale, il me semble qu'à un moment donné, tu es obligé de parler des humains et laisser une part aux humains, parce que la colonisation, c'est un fait humain. Donc en fait, pour moi, il pouvait pas décentrer totalement son film s'il voulait aborder la colonisation. Il était obligé de montrer aussi les humains et de montrer le fait humain sur ça, et la réappropriation, la vampirisation des humains, des choses qui sont colonisées en fait. Je pense pas que c'est impossible. Je pense que de la même façon qu'il traite par la marge Pépé au moment où il parle des pêcheurs, il aurait pu traiter tout le long l'humain par la marge de Pépé. Je pense que ça aurait été possible aussi. Ça aurait été un film tout à fait différent, mais je pense pas que c'est un film impossible à faire. C'est vrai, mais ou en tout cas de mon point de vue, je pense que ça aurait eu beaucoup moins d'impact, parce qu'en fait, il y a cette réappropriation par les humains, et le fait qu'elle se matérialise par cette rupture au milieu du film, où d'un coup, bam, on te casse le dispositif que tu as vu depuis le début pour te foutre des humains dans l'image, puis c'est ça maintenant que tu vas être obligé de regarder. Pour moi, ça c'est un geste quand même fort, qui vient montrer qu'il y a une compréhension quand même de ce que c'est certains enjeux coloniaux. C'est vrai que je me rappelle, la fois où je me suis endormi, je me suis réveillé au moment des pêcheurs, et je me suis dit, mais c'est quoi ce film? Voilà, il n'y a plus d'hippopotames, il n'y a plus que des pêcheurs, je comprends pas. J'avais loupé 30 minutes de film, mais où j'ai atterri en fait? Si jamais, moi, c'est ce que je définis, entre autres, comme des critères pour dire que, je sais pas si c'est un bon film, mais en tout cas un film qui travaille quelque chose, parce que je m'endors souvent au cinéma. Et j'ai décidé que quand je m'endormais, que je me réveillais et que j'avais l'impression de comprendre l'histoire que j'avais vue, qu'on continuait à comprendre ce que je voyais, c'était pas forcément un bon film parce que c'était trop évident et trop facile. C'est vraiment un critère très subjectif. Vraiment au top, quoi. En vrai, ça marche 70% des cas. D'accord. Il y a quand même 30% où ça marche pas et mon critère est nul. Mais voilà, petit exercice à faire pour les gens qui, comme moi, s'endorment trop souvent au cinéma, parce que c'est quand même bien confortable avec les fauteuils bien rouges. Donc on a un peu parlé de comment le réalisateur s'amusait avec différents régimes d'images. Il y a une autre chose qu'il fait, et qui moi m'a beaucoup plu et beaucoup amusé, c'est être une sorte de magicien du cinéma. C'est-à-dire s'amuser des possibilités qu'on peut faire avec le cinéma pour te faire croire des trucs. Je donne un exemple. Donc au tout début, quand on suit pour la première fois Pépé, il est donc dans un fleuve, je sais plus où, en Afrique quelque part, mais j'ai oublié le pays dans lequel on le mettait. En Namibie. En Namibie, exact. Et en fait, tout d'un coup, on va passer sur un plan paysage, on va entendre des bruits d'hélicoptères, et on va voir passer des hélicoptères avec 3 grosses caisses. Puis après, on verra d'autres plans où on verra l'ombre de ces hélicoptères avec des caisses. Ces caisses qu'on va suivre ensuite dans un bateau, puis qui vont être récupérées dans un camion. Et on ne verra jamais l'intérieur de ces caisses. Mais tout autour, des gens vont nous dire que dans ces caisses, il y a des hippopotames. En plus, c'est vraiment un plan typique du cinéma de fiction, parce que c'est les hélicos qui volent au soleil couchant, rougeoyant, et c'est juste on voit juste l'ombre en fait en noir sur le soleil, qui est un plan qui est dans Star Wars 7 par exemple. Incroyable. Bravo. On voit ces inspirations Nope. Je pense que c'était déjà une référence à Laurence d'Arabie, je crois, ou à un autre film plus ancien, ou peut-être même Indiana Jones, je ne me rappelle plus. Je dis des bêtises. En tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai pris cet exemple-là parce que c'est peut-être le plus évident à tirer vers le concept de la magie, vu qu'un des tours de magie qu'on voit le plus, c'est quand même un magicien dans une boîte qui disparaît, et on va croire qu'il a disparu. Bah là, c'est un peu entre guillemets l'inverse, on va croire qu'il y a quelque chose dans cette boîte qu'on ne verra jamais. Et parce que le cinéma nous le dit, que les personnages nous le disent, on va faire, bon, ça se peut effectivement qu'il y ait peut-être des hippopotames dans cette énorme boîte qui est en train de bouger. Il me semble qu'il met quand même des effets sonores, et il me semble que là, peut-être le truc bouge un peu pour montrer qu'il y a un truc qui bouge à l'intérieur quand même. Donc c'est pas juste... Oui, c'est pas juste une boîte. Mais c'est quand même super parce qu'on ne voit vraiment jamais ce qu'il y a dans cette boîte. Et par les effets sonores, par le fait qu'on nous le dit, par le fait que la boîte bouge un peu sur le camion, on va dire, ok, d'accord, il y a des hippopotames dans cette boîte, je peux l'imaginer.
Et moi, je trouve que c'est un super geste qui va reproduire à plein d'autres endroits, qui est vraiment de s'amuser à nous faire croire des choses à partir du cinéma. Et un autre exemple, parce que ça, cet exemple-là montre comment narrativement il nous fait croire des choses. Autre exemple de comment il s'amuse avec le cinéma et une sorte de magicien, cette scène où on est sur le bateau et où il y a le cargo avec des hippopotames dedans. On suit le bateau depuis le pont et on entend les bruits du bateau. Et puis tout d'un coup, les bruits du bateau commencent un peu à s'amplifier et à créer une musique. Ça devient très explicitement une musique. Pendant, je pense, 30-45 secondes, on entend de la musique. Puis après, le plan coupe, on change. On n'aura pas d'explication. Juste, le réalisateur a regardé un bateau. Je sais pas, je suppose qu'il s'est dit ça. Dans ma tête, il s'est dit ça et ça me plaît beaucoup. Il s'est dit, ah cool, le bateau, en fait, ça peut faire de la musique. Bah, ça va être le moment musique de mon film. Je vais jouer avec ces sons, m'amuser à créer à partir de ça une forme de musique. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. T'as rien à dire là-dessus? Non, je suis d'accord avec ce que tu dis. Et en fait, tout ça peut se raccrocher à ce qu'on a dit aussi par rapport aux scènes où il mêle documentaire et images réelles, c'est-à-dire que le film est quand même travaillé par ces tours de passe-passe dont on nous montre un petit peu les coutures. Comme pour la grosse boîte dans laquelle on ne verra jamais à l'intérieur, comme la bataille que j'ai décrite entre l'humain et l'hippopotame, on peut toujours un petit peu se douter, en tout cas on a la place pour se dire « Ah mais c'est pas totalement vrai, mais on veut me faire croire que c'est vrai ». Et ça contribue à ce que j'expliquais au début qui moi m'a gardé éveillée. Toi t'es endormi, mais du coup ça te tient en éveil parce que t'as toujours l'espace pour douter et croire en même temps. Et tu n'es pas totalement endormi par le fait que oui, vas-y, crois et je ne te laisserai rien du tout pour remettre en question ce qui est en train de se passer. En regardant le film, tu es toujours en train de remettre en question et accepter en même temps. Ça me fait penser à quelque chose que je me suis dit en réfléchissant au film, c'est qu'un cliché critique que souvent on utilise, c'est de dire c'est des couches qui s'empilent sur un film et que le film va multiplier les couches de narration, les couches de fiction, les couches sonores, les couches d'images et qu'on aura petit à petit une espèce de millefeuille comme ça qui formerait le film. Mais je pense que ça colle pas du tout à Pépé. Moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir des couches qui se superposent l'une à l'autre et qui viennent s'amplifier les unes par rapport aux autres. J'ai vraiment l'impression d'avoir eu comme un patchwork, c'est-à-dire vraiment des carrés, des morceaux qui sont côte à côte les uns des autres ou qui sont agencés en tout cas dans une espèce de grandes surfaces, mais qui sont vraiment indépendants les uns des autres, mais collés entre eux. Et donc, c'est en voyageant de l'un à l'autre qu'on va former du sens. Mais j'ai pas eu l'impression que les effets se superposent les uns aux autres et viennent s'auto-alimenter. C'est j'ai un morceau de fiction là, j'ai ce morceau-là qui est plus documentaire. Comment les deux vont dialoguer, plus ou moins? Est-ce qu'ils dialoguent ou pas? Et ça fait qu'il y a des moments dans le film aussi où on comprend pas. On comprend pas ce qu'on regarde. On comprend ce qu'on regarde, mais on comprend pas pourquoi c'est là. Et je passe notamment au début à la scène de safari. Donc on a toute cette introduction-là dont on a parlé avec Escobar, l'hippopotame, etc. Et là, on est dans un quart d'Allemand, quelque part en Afrique, c'est même pas dit... On est en Afrique du sud-ouest, je crois, il y a un sud-ouest Africa, il y a un livre, c'est marqué sud-ouest Africa en allemand. Donc on sait juste ça, et ça parle en allemand, et ça parle d'être humain. Ça parle même pas d'hippopotame. D'ailleurs, c'est un propos mais qui est vraiment lunaire quand tu l'entends. C'est ils disent oui, il faut pas être trop amicaux avec les gens que vous allez croiser parce qu'après ils vont trop vous solliciter. En tout cas, en fait ils parlent des locaux comme ils parleraient d'animaux. C'est genre il faut pas les nourrir, attention, il faut pas faire ça. Et tu tombes là-dedans et tu te dis ok, je viens d'avoir une introduction qui m'a enchaîné 25 trucs. Là, j'ai une scène fictionnelle qui est longue en plus. Je veux dire, ça prend quand même son temps. Et tu comprends pas qu'est-ce que tu regardes. Et à la fin, ils font le lien avec les hippopotames parce que le quart de touristes va voir des animaux. Et là, ça coupe. On verra même pas les touristes voir les hippopotames. On a cet espace-là. On va avoir dans d'autres touristes, on n'est pas sûr que c'est ceux du quart. Parce qu'après, on voit des touristes prendre en photo des animaux. Oui, mais c'est beaucoup plus loin et c'est pas. Il n'y a pas de lien. En fait, à un moment donné, ça coupe. Et surtout, l'intérêt de cette scène-là, c'est l'espèce de débat qu'il y a entre le guide allemand et un guide local qui font une espèce de mise en scène où le guide local parle dans sa langue et l'allemand traduit, mais on a l'impression qu'ils savent très bien ce qu'ils doivent dire et qu'en fait, il n'aurait pas besoin du guide local, il pourrait juste dire en allemand ce qu'il a envie de dire. Puis à un moment donné, le guide local, il commence à dire un truc sur les hippopotames, où il dit que c'est hyper dangereux, etc.
Et le guide allemand lui dit de se taire alors qu'on on comprend pas. Les gens ils comprennent pas ce qu'ils disent. Il y a un truc un peu bizarre. En tout cas, il y a vraiment ce truc de traduction aussi. Ce travail de la traduction qui peut être interprété à l'aune du film. J'ai vu des gens sur internet qui disaient que c'était une incarnation de Pépé, ce guide-là, et que c'était une des formes que pouvait prendre Pépé dans le film. Mais on n'est pas sûr. C'est vraiment ouvert à l'interprétation. Oui, j'allais exactement dire ça en fait, parce que tu l'as quand même mentionné, parce que tu as dit que le lien avec l'hippopotame était fait beaucoup plus tard, alors qu'en fait, il parle d'hippopotame dans cette scène, comme tu l'as dit, parce que en fait, le conducteur du car qui va donc expliquer des choses que le guide va traduire en allemand, le conducteur donc est un autochtone et il va parler de son rapport de sa population avec les hippopotames, qui sont considérés, je crois, comme des animaux sacrés. Donc il y a déjà un lien oral avec les hippopotames puisqu'ils vont être abordés. Et effectivement, ce qui est intéressant dans cette scène, c'est que déjà cette scène-là, elle ne va jamais revenir. On ne va plus revoir ces personnes. Donc c'est effectivement un peu étonnant. Quand on voit le film, on se dit mais où sont passés les touristes allemands, et que du coup Ils ont été mangés. Ils ont été mangés par les hippos. Oh non. Et comme elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, qu'elle prend un peu de temps, qu'elle déploie un peu plusieurs choses, et ben elle vient s'entrechoquer avec les autres scènes et on va pouvoir effectivement y insérer de nombreuses interprétations. Moi, la première fois que je l'ai vu, je me suis juste dit « Ah ouais, ok, on est déjà en train de parler de la colonisation ». La deuxième fois que je l'ai vu, effectivement, en regardant le guide qui parlait, et ensuite, quand le guide parle, à un moment donné, on coupe, on a un plan noir et on entend sa voix avec un peu d'écho, de manière un peu similaire à la voix de Pépé. Je me suis dit « Ah, effectivement, c'est comme en fait un parallèle entre Pépé et les peuples colonisés, ou alors c'est une incarnation de Pépé ». Mais en fait, il n'y a pas de réponse à ça, parce qu'on va jamais revoir cette scène, et qu'en fait, je pense qu'il y a soit il n'y a pas de réponse, soit il y a toutes les réponses possibles, parce que, de nouveau, le plan est ouvert, le plan ne se ferme pas, et s'entrechoque avec ce qu'il y a autour de lui. C'est pour ça qu'en introduction, je disais film à sketch, parce qu'il y a vraiment cette idée de... On va voir un 5-10 minutes sur un ou deux personnages, après on repasse dans un peu de l'expérimental documentaire, et après on va voir les deux gars qui amènent l'hippopotame chez Escobar, et puis ça dure encore une fois 5-10 minutes, et puis après on passe à autre chose, et puis donc on passe comme ça de scène en scène, et on finira par le commando employé par le gouvernement pour tuer Pépé, puis ça terminera là-dessus. Mais de cette forme-là, et c'est peut-être je sais pas si c'est une déception du film, parce que manifestement c'est pas ce que le film veut faire, mais quand on se renseigne un peu après sur ce qu'il y a autour du film, sur l'histoire qui a été créée, sur l'histoire de Pépé, sur les structures un peu sociopolitiques qui étaient à l'œuvre à ce moment-là, bah, on se rend compte qu'il y a plein de petites choses intéressantes qui auraient pu être traitées dans le film. Par exemple, les deux chasseurs à la fin, j'ai découvert que c'était ils travaillent pour Porsche, c'est genre des publicitaires pour Porsche ou un truc comme ça. C'est-à-dire en fait, en plus, ils sont blancs. C'est-à-dire, c'est des blancs en Colombie qui travaillent pour Porsche, donc une boîte allemande. Je sais pas si c'est le lien avec les touristes allemands du début. Tu sais, qui viennent faire de la chasse, en tout cas qui sont des chasseurs, une espèce de truc parallèle. Et ça, c'est pas du tout traité dans le film. Il y a par exemple aussi tout le travail avec les associations écologistes qui parlent justement des hippopotames. Et tous les débats qu'il y a, est-ce que les hippopotames sont dangereux pour la biodiversité, est-ce qu'ils sont pas dangereux pour la biodiversité, tout ça. Et ça, il y a une ou deux phrases dans le film qui est dite à ce sujet-là. On entend une radio à la mort de Pépé où des personnes faisant partie d'associations écologiques se plaignent de ce qui s'est passé quand il est mort. Exact. Et il y a aussi à un moment donné, on entend deux personnes qui discutent en disant mais c'est les blancs, c'est les gringos qui ont amené les hippopotames, et puis quelqu'un dit oui, les gringos sont toujours dans le coup à un certain plan. Puis c'est tout, il n'y aura pas d'autres dialogues de plus sur qui est la personne qui a amené les hippopotames de Californie, pourquoi, etc. Et c'est un peu comme ça tout le long, on va avoir des petites pics à des moments donnés, des petits morceaux de contexte politique, d'analyse politique ou sociale, mais c'est tout. Et peut-être j'ai été un peu, pas déçu, mais en tout cas je me suis dit peut-être qu'il y avait aussi d'autres choses à faire avec ce truc-là, mais c'est manifestement pas ce que le film voulait faire. Oui, puis en fait, je peux totalement comprendre ce ressenti-là. En fait, moi, ce que j'aime bien avec ça, parce que pour moi, c'est pas juste des petites piques, c'est des éléments qui sont consciemment disposés dans le film
pour te faire questionner, peut-être de faire tiens, j'ai entendu dans ce plan-là, il y avait la radio qui disait ça. C'est marrant, pourquoi on parle de ça? C'est marrant, pourquoi en allemand au début? Et en fait, ce que j'aime avec ça, c'est que toujours, ça te garde éveillé, mais en plus, ça va te pousser à réfléchir le film pendant le film et après le film. La preuve, t'es allé faire des recherches ensuite pour te renseigner. Et moi, je trouve que, du coup, de puiser ces éléments-là pour les disposer dans le film, pour tisser toute une toile un peu complexe d'un contexte qui s'est passé sans te l'expliquer explicitement, en plus en le faisant de manière, pour dire facilement artistique, parce qu'en fait, ça crée quand même quelque chose, ça crée un univers un peu étrange que tu regardes dans le film. Moi, ça me dérange pas. Moi, je trouve au contraire que c'est plutôt habilement utiliser le réel pour le mettre dans ton film. Mais je peux aussi comprendre qu'on reste sur sa fin et qu'on fait d'accord, t'aurais peut-être pu mettre un peu moins d'éléments et les creuser un petit peu plus. Je pense que les deux avis se comprennent. Parce que tu vois, quand j'ai fait des recherches, et je pense pas qu'on peut en vouloir au film de pas avoir mis ça dedans. Tu vois, genre, le film, on a une proposition, c'est difficile de lui reprocher de pas avoir fait ça. Mais par exemple, sur les écologistes, il y avait des débats sur est-ce que, je l'ai dit plusieurs fois, mais est-ce que les hippopotames sont dangereux pour l'écosystème? Et en fait, quand tu regardes leur compte rendu et ce qu'ils disent, en fait, l'humain est toujours présent. C'est dangereux. Pourquoi? C'est dangereux par rapport à l'agriculture, par rapport à l'économie, par rapport aux êtres humains. Donc il y a vraiment, quand on pense la biodiversité de Colombie par rapport aux hippopotames, l'humain est toujours là. Alors que je suis pas biologiste, mais j'imagine bien que sur une période extrêmement longue, le fait qu'il y ait des hippopotames là, la nature à un moment donné va pouvoir se réguler par rapport à ces hippopotames là. Il va se passer quelque chose. Mais c'est vrai que sur le temps court d'un être humain qui est ma récolte de l'année prochaine, à quel point elle va être impactée par les hippopotames, peut-être sur 10 ans, peut-être sur 20 ans, on peut pas se décentrer. Et ça, c'est peut-être des débats que ça aurait pu participer justement à ce truc antispéciste et qui fait que peut-être je reste un peu sur ma faim ou c'est ça. En fait, moi, ça vient plus du fait que je suis resté un peu sur ma faim par rapport au film et je me suis dit, qu'est-ce qui me manque pour que ça me plaise un peu plus, mais j'ai aussi en même temps du mal à lui reprocher. Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut se demander quand on regarde le film, c'était est-ce que son but, c'était... je sais pas si c'est ce qu'il faut se demander, mais est-ce que son but, c'était d'aborder tous ces débats-là ou c'était de raconter l'histoire de Pépé avec le cinéma? Et du coup, avec l'histoire de Pépé, viennent certains enjeux qui travaillent plus ou moins bien, plus ou moins d'enjeux d'ailleurs, parce que c'était assez foisonnant, comme tu l'as dit, de différentes parts. Et en fait, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt le premier aspect qu'il voulait faire. C'était plutôt raconter une histoire qui lui a parlé avec le cinéma. Et en fait, ce qui me permet de dire ça, c'est le dernier aspect que je voulais aborder, c'est ce que raconte la voix de Pépé. Parce qu'en fait, la voix de Pépé, contrairement à ce que la plupart des voix off font, ne nous donne pas beaucoup d'informations. Et pourquoi? Parce qu'elle est toujours en train d'annuler ce qu'elle est en train de dire. Exemple, première fois qu'on l'entend, la voix de Pépé dit « Mais d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'est cette voix, d'où elle vient et quels sont les mots que je suis en train de dire. » Donc il nous dit qu'il parle, mais il ne sait pas exactement ce qu'il est en train de dire et ce qu'il est en train pourquoi il parle. Même chose à sa mort. Pépé est tué, la voix revient, comme on l'a dit, elle avait disparu pendant la deuxième partie du film. Et à ce moment-là, Pépé dit « Un son est sorti de ma bouche, voulant dire tout, mais en fin de compte, ne disant rien. » Et c'est vraiment ça, parce qu'à chaque fois qu'il dit quelque chose dans le film, c'est pour l'annuler juste après avec une phrase qui vient vraiment dire le contraire de ce qu'il a dit. Et pour moi, le film fait un peu ça en fait, c'est avancer quelque chose, nous donner une information et en fait rétro-pédaler en changeant de direction ou en parlant d'autre chose. Et au final, comme tu le dis, on reste sur notre faim parce qu'on n'en sait rien de cette histoire. On ne comprend pas ce qui s'est passé, mais on a quand même vécu quelque chose, on est quand même intrigué et on a quand même ressenti des choses. Et une dernière chose qu'il dit, d'ailleurs dans sa dernière phrase, c'est qu'il ne faut pas chercher une transparence anéantissante. Et je pense que quand tu captes ce bout-là, tu comprends un peu tout le processus du film en fait. Le but, c'était pas d'être transparent parce que la transparence, ça anéantit les possibilités de réflexion, d'émulsion que tu vas pouvoir ressentir en regardant le film. Oui, puis je pense que ça participe à à l'idée principale qui est de donner une voix à un animal, donc c'est-à-dire de faire descendre une voix humaine sur un animal, le plaquer dessus. Parce que l'animal, on ne sait pas ce qu'il pense, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Et surtout, là, il devient un personnage d'un film qui raconte quelque chose de plus grand que lui. Alors que en plus, c'est pas Pépé. Genre, Pépé, il est mort avant le film, et les hippopotames là sont une espèce d'incarnation de Pépé. Et c'est vrai que dès le début, on a l'impression que l'hippopotame, il est un peu surpris de pouvoir parler, il comprend pas pourquoi il peut parler, qu'est-ce qu'il pense. C'est un peu une espèce de surprise de « Ah, mais je m'entends parler, j'entends », comme si avant il le faisait pas. Et qui, oui, je pense que c'est aussi le film qui cherche
annuler d'une certaine façon ses propres effets pour aussi les penser. Est-ce que faire parler un animal par le cinéma, c'est pas aussi quelque part un fait colonial, en tout cas un acte de colonisation de l'animal, ou en tout cas, est-ce que l'anthropomorphisation des animaux, qu'est-ce que ça revêt philosophiquement, théoriquement, idéologiquement par rapport à notre rapport à l'animal? Et je pense que il y a aussi cette idée-là qui est travaillée par le film. Ouais, qui est complètement infusée dans la voix, en fait, comme tu le dis très bien. Une voix qui vient se questionner elle-même, en fait, qui ne part pas du principe quand on peut mettre une voix sur les animaux et qui vient se poser la question, ce qui pourrait plutôt, du coup, aller dans ton sens de l'antispécisme. Ça n'est pas juste dire, moi, humain, je vais déposer ma voix sur toi, animal. Je vais poser la voix et me dire, est-ce que c'est une bonne idée? Et en fait, pour encore contribuer à cette idée-là, d'ailleurs, tu l'as cité toi-même, que cette voix, c'est la voix d'une sorte de fantôme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un fantôme, c'est pas vraiment vivant, mais pas vraiment mort non plus. C'est un peu en train de s'auto-annuler aussi. Donc même dans la voix de Pépé, on sait pas exactement... Tout est annulé, en fait. Et en plus, en autre élément encore par rapport à ça, le fait qu'on ne sait pas quand est-ce que Pépé meurt, puisqu'il est... La voix nous dit qu'il est mort, mais on voit une image avec un hippopotame vivant, puis à la fin il remeurt, mais en fait la voix continue à parler, donc on est complètement perdu, en fait, on ne comprend pas, on nous dit un truc, on nous montre autre chose, tout s'annule. Oui, et ça s'associe à l'aspect chronologique du film, parce que quand on regarde le film, finalement, c'est les hippopotames en Afrique, ils sont apportés en Colombie, Escobar, et ensuite dans la nature. Donc on a aussi... Finalement, le film suit une trame logique, chronologique Linéaire. de linéaire de l'hippopotame, mais quand on regarde, on n'a pas l'impression de voir ça vraiment. C'est éclaté, et notamment à cause de cette voix qui est là, présente depuis le début, et donc comme si elle venait du futur, en même temps de Pépé qui est déjà mort, en même temps qui est mort avant que le film se fasse. Donc il y a aussi un truc un peu comme ça qui est au travail et qui une brouille les pistes. circularité qui vient casser la linéarité, en fait. En plus, qui est perturbée par le fait qu'il y a 3 voix différentes et parfois, dans une même séquence, on change de voix. Et bon, après, on l'a pas vu au début, mais une fois que tu le vois, tu fais « Ah, c'est quand même un peu perturbant que... » Parce que les voix sont quand même assez différentes quand tu les écoutes bien. Tu vois, c'est pas la même personne, mais c'est la même personne. I'm lost. Mais je le dis comme ça, mais moi, ça m'a beaucoup enthousiasmé, le fait d'être perdu. Je trouve que c'est quand même une super sensation de se sentir perdu de cette manière-là dans un film. Parce que des fois, on est perdu devant des films parce que juste, c'est nul. Après, c'est ça, je trouve que le film est plutôt intellectuellement stimulant, il permet de réfléchir, il fait des choses qui sont intéressantes, qui tracent plein de pistes, c'est cool, mais d'un point de vue émotionnel ou d'un point de vue expérience de cinéma, c'est vrai que quand je le regarde, c'est pas un film, plutôt un film qui va plutôt m'ennuyer, où je sens pas cette émulsion en fait sur le moment du film, et c'est en y réfléchissant après que là je vais avoir des choses à dire, mais c'est vrai que sur le moment c'est plutôt un film qui me laisse plutôt froid, moi, et c'est pour ça que je mettrais un petit bémol par rapport à mon expérience. Moi je pense que c'est parce que t'aimes pas assez les hippopotames. Peut-être. Parce que moi j'ai vu les hippopotames dans les premiers plans et j'étais « Oh mon Dieu, des hippopotames, c'est génial !» Et là l'émulsion émotionnelle, elle était présente. Tout à fait, mais c'est Donc tout à j'ai fait été possible, biaisée ouais. par mon amour pour les animaux un peu bizarres. Mais je suis d'accord. Et après, ce qui en fait pas nécessairement un mauvais film, mais un film qu'il faut regarder peut-être différemment que d'autres types de films qui vont créer plus facilement cette émulsion émotionnelle. Parce que c'est quelque chose que revendique le réalisateur aussi. Il explique lui-même qu'il a été dans des écoles de cinéma et il dit que dans les écoles de cinéma, on te formate vraiment pour faire un produit cinématographique et que lui, il a reculé de ça, qu'il ne voulait plus faire un produit et que quand il a commencé à aller plutôt dans des écoles d'art qui étaient déconnectées du cinéma, là, il a commencé à trouver ça intéressant parce qu'il pouvait vraiment travailler la matière et pas penser produit. Oui, puis c'est quand même un sacré chef-op pour le coup. Ces images sont quand même très belles tout le long du film. C'est aussi un film qui a une très belle facture plastique pour le coup. Et des hippopotames, si Et jamais des j'avais hippopotames. pas précisé, il y a aussi des hippopotames dedans. Ben voilà, moi je pense que j'ai à peu près tout dit ce que je voulais dire sur Ouais. Pépé. Pareil. Ben, moi j'ai trouvé que c'était un très bon film. Toi, plus petit bémol, mais en tous les cas, c'est un film intéressant à regarder. Ouais. Et je pense que le parallèle avec Dahomey est très Et le intéressant travail aussi. de Sylvain, Et d'Espérance. donc en fait, regardez les films de Sylvain, Mati Diop et de Nelson. Je vais l'appeler Nelson. C'est ça. Écoutez les épisodes avant, regardez après. les films et revenez écouter les épisodes après. Exactement. Voilà, nous, Et ça nous après, fait un peu, sacrez-nous voilà. comme les meilleurs critiques de cinéma. Ça, jamais et partagez écrits sur surtout. Terre. Voilà. Et Voilà. vous dites à tout le monde de faire ça, de regarder l'épisode 2 fois, avant et après le film. Comme ça, c'est parfait. Exactement. Bon, on termine avec notre reco. Ouais. Moi je vais recommander. Alors, j'espère que peut-être que le film, sûrement que le film sera encore en salle
lors de la sortie de l'épisode, mais je vais pas être très original et je vais vous recommander The Brutalist, dont j'ai fait une critique aussi pour le rayon vert. Si vous voulez aller lire ma critique, attention, ça spoil beaucoup le film, donc il vaut mieux l'avoir vu avant. Et rapidement, mais je trouve que c'est un excellent film, un très très bon film. Comment le résumer, qu'est-ce qui est bien dedans très rapidement, c'est que c'est un film qui travaille le mythe du self-made man américain, mais pour le déconstruire de l'intérieur, et c'est ça que je trouve très intéressant, et c'est quelque chose qui a été... Souvent, il y a beaucoup de personnes qui ont vu le film et qui ont dit que le film finalement était assez en surface, que c'était un film qui rentrait pas suffisamment dans la matière, mais moi je trouve que c'est vraiment le point fort du film, c'est-à-dire d'avoir une structure qui paraît très en surface, qui paraît reprendre globalement la mécanique du biopic normal, mais à l'intérieur, quand on regarde vraiment quelles sont les scènes qu'on montre, comment les scènes sont articulées, qu'est-ce qui se passe, comment le récit s'articule, comment le récit avance, bah là on a vraiment des trucs qu'on n'a jamais vus, en tout cas qu'on a rarement vus, et qui viennent un peu briser cette mécanique-là. Et ça faisait assez longtemps en fait que un film m'avait pas autant fasciné, et lui dit pour en parler, mais pendant 3 jours après on était « Oh, tu te rappelles de cette scène, à un moment donné il se passe ça, et en fait il y a ce truc-là en arrière-plan, où il y a cette phrase de dialogue-là qui vient totalement retourner le truc, oh, puis par rapport à cette scène. » Et vraiment il y avait vraiment cette émulsion après le film, où il y avait vraiment plein de scènes, où il y avait vraiment un tout petit truc qui déconnait, ou une petite phrase, un petit effet de caméra qui venait te dire « Oh, il se passe un truc en fait dans l'arrière-boutique, dans les structures fondamentales du truc, qui sont en train, qui sont au travail, et qui viennent faire déconner en fait ce mythe américain. » Pour le truc un peu en surface, c'est qu'au début, par exemple, il y a cette j'ai terminé là-dessus, mais la Statue de la Liberté qui est à l'envers, et j'ai vu pas mal de critiques qui disaient que c'était un peu pompier, et effectivement c'est un peu pompier, mais que c'était une simple inversion ou une simple parodie ou perversion du mythe américain. Oh, on le met à l'envers, on va le retourner, vous allez voir, attention à ce que vous allez voir, le mythe américain. Mais moi je trouve que c'est un bon exemple de comment lire le film. Je pense que c'est plus profond que ça, c'est que elle est retournée, au lieu d'être de bas vers le haut, donc c'est-à-dire que des gens qui montent, qui est le mythe du self-made man américain, par mon travail je vais m'élever, elle est du haut vers le bas. Donc c'est-à-dire que c'est toujours des structures qui nous font monter, parce qu'à un moment donné on a besoin de monter, et c'est exactement ça que le film nous montre, c'est que c'est un mec qui certes a des qualités, qui certes est très intelligent, qui a des diplômes, qui a déjà une carrière en tant qu'architecte, mais c'est au bon moment, parce que la bourgeoisie américaine a besoin de le faire monter pour ses intérêts propres, qui est de développer la culture en Pennsylvanie, bah là on va le faire monter. Mais c'est pas sa faute à lui, c'est pas son travail à lui qui va permettre ça. En tout cas, pas uniquement. Il y a toujours un moment donné où la structure nous fait monter. Et la preuve, son cousin, par exemple, ne monte pas. Ou d'autres personnes. Ou sa compagne. Très, très intéressant. Voilà, je repars. Voilà, Ouais. exactement. On fait une critique sur Pépé aujourd'hui, Alexandre. Pas sur De Brutalist. Mais par exemple, sa femme, qui a exactement les mêmes qualités que lui, qui était une journaliste culturelle hyper prisée à Budapest, bah, elle arrive aux États-Unis et elle monte pas, elle. Il n'y a personne qui vient la faire monter. Jusqu'à la fin du film, elle reste une journaliste plutôt culturelle, ou en tout cas dans des magazines féminins, on comprend à peu près. Donc voilà, un autre exemple. Et je laisse la parole à Ludie. Maintenant que Alexandre vous a raconté le film, non, vous pouvez aller lire sa critique sur Le Rayon Vert. Je confirme que c'est une critique qui est très pertinente sur le film. Moi, je fais comme ça triple reco, tu vas voir, Wow. mais qui découle de ta recommandation. Wow. Premièrement, d'aller lire la critique d'Alexandre sur Le Rayon Vert et d'autres articles du Rayon Vert, qui est quand même une très bonne plateforme critique. Mhm. Et troisième reco, c'est d'aller voir les 2 autres films de Brady Corbet, le réalisateur de The Brutalist, parce que nous, c'est ce qu'on a fait. On est allé fouiller, il n'a pas une très grosse filmographie, parce qu'il est encore assez jeune. Il a fait Vox Lux et, j'ai oublié le nom du premier. L'enfance d'un chef. Ouais, c'est ça, d'un Qui chef. vient d'arriver, ou qui était sur Mubi, ou qui vient d'arriver sur Mubi, je l'ai vu hier soir. Ah bah Donc, parfait. Donc d'aller voir, parce que il y a déjà beaucoup de choses qui sont en travail dans The Brutalist qu'on retrouve dans ces films-là de manière un petit peu plus distillée, mais qui sont, enfin, c'est 2 excellents films quand même à regarder et que je conseille aussi. Surtout Vox Lux. Surtout pour le coup, Vox Lux. Qui est vraiment... qui travaille. En fait, c'est hyper intéressant Moi, je vous conseillerais pas de voir The Brutalist et de voir les 2 films d'avant, parce que je trouve que The Brutalist est vraiment son film le plus abouti, et c'est en regardant les 2 films d'avant que tu vois qu'en fait tout est déjà au depuis déjà 2 films, mais dans des configurations un petit peu différentes, et il y a vraiment des parallèles intéressants à faire une fois qu'on a vu The Brutalist. Absolument. Donc voilà, c'était les recos Brady Corbet.
Ouais. et podcast Alors, on vous conseille ou Brady média Corbet. critique. On vous conseille Brady Corbet. On vous reco Brady Corbet. Si vous le voyez, dites-lui, on m'a recommandé Mhm. et il sera ravi probablement. Recorbet. Brady Oh là là. Recorbet. Et voilà. Ouin, ouais. Donc voilà, merci Alexandre pour cette critique. Ça va, on n'a pas trop discordé. Non. On était sympa. Non. Puis on se revoit bientôt pour une prochaine entrevue. Une prochaine entrevue de Morgan Freud. Morgane Gaelfrund, Morgan Gaelfrund. qui est une super réalisatrice suisse. Et dont son film a été shortlisté aux Oscars. Bravo. On lui souhaite bon Morgane. courage. Ah, c'était l'année passée du coup. Ah, c'était l'année passée. Bravo. On lui a souhaité bon courage. Ben, au revoir Alexandre. Au revoir.